donc pour lancer le débat tout de suite, il a été question de temps, dans la recherche, qui n'est pas forcément le temps des agriculteurs, et de temps long. Et donc la question c'est est-ce que c'est viable à la fois professionnellement pour le chercheur, ce temps long, puisqu'il y a les contraintes des publications, les contraintes, etc., donc, que vous avez mentionnées. Et puis, est-ce que c'est viable aussi pour les agriculteurs d'avoir un temps long qui peut aussi être, disons, se trouver un peu mis en parallèle de certaines urgences parfois professionnelles, climatiques, voilà. Cette question du temps, et des temps longs, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est pas une limite de la recherche participative ou une difficulté auquel est confrontée la recherche participative, puisqu'il y a plein d'autres choses qui divergent de ce temps long, qui empêchent de mettre en place ce temps long. Donc, elle a déjà son propre micro. Ah, pardon, oui. C'est une difficulté, c'est sûr. Mais ce n'est pas une limite du tout. Parce qu'on y arrive. On arrive quand même. Mais c'est là où on prend vraiment conscience que dans la recherche, quelquefois on prend vraiment son temps, même si on a l'impression de courir tout le temps, hein. Mais finalement, on a envie, avant de sortir des résultats, de vérifier, de revérifier, de repeaufiner, etc. Et on a ces acteurs derrière qui disent « mais là, ça suffit, les répétitions de répétitions. Là, on veut vraiment nos résultats et les sortir et publier, et valoriser ça et les diffuser. » Donc, c'est un compromis entre... alors, je ne sais pas si c'est un compromis au niveau de la qualité des données, ça tu vas peut-être en parler. Mais je ne crois pas du tout que l'on diminue la qualité des données en essayant de répondre à ces questions des acteurs. Mais je pense que c'est à chaque fois des discussions, des compromis. Il y a des moments où il faut leur dire non, on n'ira pas plus vite, parce que ça, on prend le temps de faire 4 répétitions, parce que c'est comme ça. Et là, on a fait une répétition, on en a fait 3 déjà, mais il y en a une qui ne correspond pas au reste. On en fait encore une, on en refera encore une, parce que ça nous paraît important, parce que c'est ça aussi la rigueur scientifique. Après, il faut aussi les entendre quand ils nous disent « mais moi, j'ai vraiment besoin de ce résultat-là, parce que sans ça, je ne peux pas bien communiquer, ou je risque de communiquer des choses fausses aux personnes avec qui je travaille. » Donc, oui, je confirme qu'il y a vraiment cette tension entre le temps de la recherche et le temps de la participation. Je pense qu'il est encore plus exacerbé dans notre société où on est dans le présence, dans l'instantané, dans le happening. Je me rappelle de participants qui disaient « mais ça serait bien que vous nous dites la semaine prochaine, on anticipe une migration de papillons, allez tous dans vos jardins pour les observer ». Évidemment, on est très loin de pouvoir rendre ce service. Et donc, il y a cette tension. Et un des moyens de le résoudre, c'est par des métiers. Voilà, il y a le chercheur, le participant, mais il y a des métiers d'intermédiation qui sont essentiels dans ces dispositifs participatifs, sont presque toujours là, et qui vont assurer finalement, raccrocher les différentes dimensions de la participation et les dimensions de la recherche, et nourrir cette relation, l'animer, la faciliter. Et c'est des nouveaux métiers qui sont très intimement liés à la recherche participative, quel que soit le dispositif, qu'ils soient plutôt ceux que Dominique a présentés ou les miens, où on a besoin de ces métiers. C'est quelque chose voilà, qui peut être, en tout cas pour le développement de ces recherches participatives, vraiment essentiel, de savoir si c'est des métiers qui font partie, qui sont plutôt dans la sphère de la recherche ou plutôt dans la sphère société civile, par exemple. C'est voilà, des situations au cas par cas aussi qui peuvent être importantes. Alors, une question du chat peut-être. Oui, d'accord. Donc d'abord, je voulais vous remercier tous les deux parce que l'idée, donc c'était vraiment enthousiasmant, j'ai trouvé ce que vous avez présenté. Et donc l'idée en vous invitant, c'était de visiter un peu tout le spectre de ce que pouvait apporter la recherche participative. Et donc je trouvais que ça illustrait vraiment bien la diversité en implication que pouvait avoir la société civile. Alors je vais essayer de reposer des questions du chat. Alors il
il y a une première question de Thierry Doré, donc à Romain, donc, qui pose une question sur le processus de validation des données, et donc, en particulier sur le fait qu'il y a donc 3 validations, est-ce nécessaire et suffisant, et aussi y a-t-il une valorisation des données recueillies en interaction avec d'autres bases de données? Et il parle de collection, de recolnat par exemple. Je voulais simplement demander sous quelle forme, merci. Ah oui. Sous quelle forme étaient faits les retours vers celles et ceux que vous avez appelés les capteurs? Alors sur la validation, on a besoin en fait, dans 95% des cas, la première validation est déjà une seule validation suffirait. Hein, l'amélioration avec la deuxième et la troisième, d'un point de vue strictement qualité des données, elle est assez marginale. Par contre, psychologiquement, 3 c'est le bon nombre. C'est un nombre impair, donc s'il y a une divergence, voilà, c'est un peu dans l'imaginaire du participant. Donc c'est un bon compromis plutôt social que mathématique en quelque sorte, sachant qu'il y a plein d'autres formes de validation que celles qui sont liées à l'identification. Il y a beaucoup de traitements statistiques qui vont utiliser des méthodes de post-stratification, voilà, pour débiaiser en quelque sorte la distribution spatiale, temporelle, qui est inhérente à ces dispositifs où on contrôle pas tout. Donc il y a la qualité de la donnée et la validation, mais il y a plein d'autres dimensions de la qualité de la donnée qui sont liées à ça. Les croisements entre bases de données, c'est beaucoup de... Enfin, il y a deux types d'efforts pour ça. Des démarches de chercheurs qui vont aller faire eux-mêmes ce croisement, et donc ils vont souvent pouvoir trouver des choses assez innovantes parce qu'ils sont capables de croiser des données de systèmes d'information géographique. Là, Recolnat, c'est plutôt des bases de données collection anciennes. On peut penser à des bases climatiques, etc. Il y a un très gros effort aussi pour rendre toutes ces données interopérables, de telle sorte qu'on les met dans des banques de données et qu'elles soient interopérables. Ça veut dire qu'elles puissent être reliées les unes aux autres. Donc voilà, c'est tout un champ de la réflexion autour de la donnée, c'est comment permettre ces croisements. Et sur la question du retour, alors elle est très reliée à la question du temps qu'on a eu. C'est le retour, il est adossé au temps de la recherche. Et combien de fois j'ai fait des présentations un peu à grand public, comme on dit, de ces résultats, et on m'a dit mais pourquoi vous ne nous l'avez pas dit avant? C'est super intéressant. Bah, on fait ce qu'on peut. Ils sont en ligne sur la plupart des sites de participation. Il y a une rubrique résultats et on peut aller les voir, mais on se heurte vraiment à ce temps. C'est pour ça qu'il faut le nourrir, le dispositif, la communauté, de plein d'autres choses que ces résultats. Sinon, il n'y a que ça comme récompense à la participation. C'est presque impossible de tenir. Imaginez des observateurs de papillons qui tous les printemps vont aller compter des papillons et qui doivent attendre 5 ou 10 ans avant de savoir quelle est la tendance ou quels sont les résultats qu'ont tenus à la recherche. Donc ça ne fonctionne que parce qu'il y a d'autres mécanismes de récompense que le sentiment d'appartenance, tout ce qu'on va apprendre, comme je montrais sur ces papillons, tout ce qu'on va découvrir, etc., enrichir, qui ne sont pas que ces résultats de la recherche. J'avais éventuellement une question à compléter sur le processus de validation. Si j'ai bien compris, il faut que la personne modifie la donnée, c'est ça, celui qui est... Et donc, s'il y a une suggestion,
Et donc, est-ce qu'on arrive, enfin, on arrive dans tous les cas à faire revenir le participant sur où il y a peut-être c'est le rôle de la personne que vous mentionniez qui est Dans les cas que j'ai montré là sur Speeple où il y a de la une suggestion de réidentification, ça suppose évidemment que le participant corrige et resoumette du coup la nouvelle identification, elle est réouverte à la validation, hein, et on refait un cycle. Quand le participant ne répond pas, ne modifie pas, la donnée, la suggestion elle reste associée à la donnée. Et donc, on peut, quand on veut exploiter ces données, faire la correction soi-même. Et de temps en temps, l'administrateur de la base de données va, pour les données les plus anciennes qui restent en dormance comme ça, incorporer les suggestions, remplacer les suggestions à la main de manière autonome. Mais c'est pas le principe, c'est de laisser la responsabilité de cette réidentification à l'auteur, parce que c'est sa langage, c'est une forme de... à nouveau, les bénéfices collectifs sont bien plus importants que les quelques données qui peuvent, comme ça, ne pas être modifiées. Oui. En complément, dans la sociologie de la science instituée, il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué du tout, qui est la rétribution du chercheur. Comment, dans ces structures de recherche participative, envisagez-vous la distribution des récompenses pour la découverte? Est-ce qu'il n'y a pas le risque que les gens de la société civile qui sont associés à votre recherche aient le sentiment d'avoir été instrumentalisés pour la carrière des chercheurs? Moi, je peux répondre. Enfin... Ça se pose moins pour oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Je pense plus à la recherche fondamentale, à la recherche, disons, fondamentale du muséum. Ça se pose moins pour l'INRA, bien sûr. Alors, ce risque, il peut exister. Hein. Ce qu'on voit émerger dans les commentaires, c'est que les participants nous interpellent directement. Ce serait bien que nos chercheurs ils s'intéressent à telle ou telle question. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que en tant que chercheur, on est dépendant des données qui sont collectées complètement. Et donc, on pourrait presque renverser votre remarque, c'est-à-dire à quel point la recherche est instrumentalisée par les participants qui contrôlent ce que peuvent faire les chercheurs de ces dispositifs. Ils peuvent ne faire que finalement ce que les participants permettent par les données qu'ils collectent, la manière dont ils les collectent, où ils les collectent, quand ils les collectent. Donc le jeu, il est assez équilibré en fait entre ces deux formes d'instrumentalisation. Je pense un terme peut-être pour sortir de ce registre, c'est de dire que les participants et les chercheurs font alliance. Alors ils sont pas, c'est pas comment on peut dire, des aspirants chercheurs ou des chercheurs voilà. Ils restent des participants, ils restent avec dans leur rôle et complémentaires finalement de ce que peuvent apporter les chercheurs dans ce. Il y a un effet plateforme dans ce que vous faites, d'accord? Donc vous obtenez des participants, il y a un effet plateforme, hein, comme l'Uber, comme n'importe quelle plateforme. Donc vous obtenez que les participants vous donnent gratuitement leurs données. Quel type de récompense, de rétribution ils vont avoir? Le problème va se poser. Oui. Et puis, une façon de poser autrement cette même question, c'est est-ce qu'on arrive à séparer la place entre le sachant et les autres? Est-ce qu'il y a une forme de domination qui reste? Le chercheur est dominant et les autres participants sont dominés. Est-ce qu'on arrive à sortir de ce jeu-là,
ou est-ce qu'on est obligé de rester dans dominant-dominé, sachant, non sachant? Est-ce qu'on est encore dans ce... Est-ce qu'on est condamné à être dans ces registres-là d'interprétation et de positionnement des acteurs Les participants, ils le font que s'ils pensent en tirer des bénéfices pour eux, s'ils pensent que le projet fait sens, s'ils ont confiance dans le projet. Les bénéfices, c'est ce qu'ils apprennent, hein, et c'est considérable de découvrir ce que c'est que les papillons, leur écologie, et voilà, le sentiment d'appartenance et le sentiment d'être utile en contribuant à la recherche. Et s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette relation, ils ne participent pas. Il n'y a pas de possibilité de... Ou alors c'est voilà, c'est de la psychologie expérimentale où vous tirez des données de gens sans leur dire à quoi ils participent. Oui, et de la manipulation. Mais dans ce type de dispositif, c'est basé sur la confiance et qui est une confiance réciproque. C'est-à-dire que nous, on fait confiance aussi aux participants pour suivre les consignes et pour... et en particulier. Et ce rapport, c'est pour ça que j'utilise voilà, ce terme d'alliance, c'est-à-dire qu'on est complémentaires. Moi, j'ai fait des études pour analyser des données, des statistiques, tout ce que c'est qu'une donnée robuste, ce qu'on en tire. Et c'est ce que je vais apporter, c'est comme ça que je vais donner de la sens et de la valeur à tous ces efforts d'observation des participants. C'est-à-dire que sans moi, ces données, elles auront beau être magnifiques, elles resteront dans des bases de données. Et sans les participants, moi, mon savoir de chercheur, il sert pas, enfin, il pourra pas s'appliquer sur ces sujets qui sont liés aux données que collectent les participants. Les papillons l'écologie urbaine et comment les papillons font face à l'urbanisation et répondent aux interactions, changements climatiques, pratiques, aménagements. Sans les participants, on ne pourra jamais les étudier. Donc, on est vraiment dans cette collaboration. Oui, j'ai encore des questions dans le chat. Donc j'ai une question de Jeanne Lecomte, donc qui remercie donc tous les deux pour vos présentations et qui demande: auriez-vous un ou plusieurs exemples de questions de recherche participative qui a été motivée par une demande, interrogation issue des acteurs de la société civile, donc au-delà même de projets qui seraient issus d'une co-construction société civile chercheur, donc ce dont j'imagine ce dont vous avez parlé. Car ils sont très souvent issus au départ d'un questionnement de chercheurs. Je pense que c'est projets en co-construction. Et peut-être... Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre le au-delà, mais... Je pense que l'idée, c'est que les projets en co-construction, souvent, ça part d'un cadre quand même qui a été mis par le chercheur. Alors bon, prenons l'exemple de, effectivement... Si je redis, donc notre projet a commencé par une demande d'agriculteurs qui étaient des agriculteurs bio, qui n'arrivaient pas à faire du blé dur bio de qualité, donc ils sont venus trouver la recherche. Il y a eu donc un travail de sélection participative, d'accompagnement pour trouver des variétés adaptées à l'agriculture biologique. Petit à petit, ces agriculteurs, ils ont décidé finalement de ne plus vendre leur blé à la coopérative, mais de faire la transformation sur leur ferme. Ils se sont équipés de moulins, ils sont devenus meuniers, ils sont devenus boulangers pour ceux qui faisaient du blé tendre et fabricants de pâtes pour ceux qui faisaient du blé dur. Puis, donc, on a continué à les accompagner parce que là, ils avaient plein d'autres questions de recherche. C'est comment je m'équipe, comment je fabrique des pâtes de qualité, qu'est-ce qu'il faut. Donc, on a fait intervenir des chercheurs qui travaillent plus sur les process, plus sur la qualité biochimique, la qualité nutritionnelle. Puis, petit à petit, une de leurs questions majeures a été, on remarque que nos clients nous disent qu'ils peuvent manger nos produits, farine, pâte, pain, sans éprouver les symptômes d'hypersensibilité qu'ils connaissent lorsqu'ils mangent ces mêmes produits achetés dans le commerce. Donc la question c'était: Dominique, est-ce qu'on peut communiquer autour du fait que nos produits sont plus digestes? Donc là, on est arrivé sur quelque chose de compliqué, parce que quand on connaît la problématique des cœliaques par rapport au gluten, on ne peut pas s'amuser à raconter n'importe quoi sur les produits. Donc on a décidé avec eux de travailler, donc c'est vraiment eux qui sont arrivés avec cette question de recherche, on n'était pas du tout là-dedans au départ,
Et on s'est dit, bon, travaillons tous ensemble sur le gluten. On a mis 2 ans à co-construire le protocole de recherche. 2 années, hein, c'est quand même assez énorme. Mais on voulait que tout le monde soit autour de la table, d'accord avec ce protocole. Et on a embarqué tout le monde, hein, les artisans, les industriels, des cohortes de personnes malades, l'association l'AFDIAG, l'association française des malades cœliaques. Enfin, on a essayé d'embarquer très très large dans un nouveau projet autour du gluten qui a duré 5 ans. Donc là aussi, 5 ans pour avoir... Bon, c'est très mal tombé, il y avait eu le Covid, c'était les années 2000. Mais voilà, on a du coup mis longtemps à acquérir les données. Et c'est là où ça a été très compliqué, comme j'ai expliqué, là, temporiser le temps entre tout le monde. Et ces données sont arrivées. Mais c'est vraiment eux, c'est pas du tout les chercheurs qui ont dit maintenant on va travailler sur le gluten et on va aller chercher les bonnes personnes pour travailler là-dessus. Pas du tout. C'est arrivé des agriculteurs qui sont devenus, qui font tout sur leur ferme, depuis la production jusqu'à la transformation. Eux et leurs clients qui étaient présents et qui ont dit mais c'est sûr, moi je peux manger ce pain, je suis pas malade. Si je mange celui-là, de suite j'ai des problèmes. Merci beaucoup. Moi, éventuellement, je voulais savoir, dans le cas de Viginature, là, vous avez expliqué tout le processus pour la collecte des données, la mise en réseau un peu des participants, mais est-ce qu'il y a moyen aussi de faire sortir des questions de recherche de la société civile à partir de ça? Alors, moi, je dirais que dans ces dispositifs basés sur des gros nombres, des plateformes qui collectent des grandes données sur le long terme et sur de vastes échelles comme ça, plus dans une forme de recherche inductive que hypothético-déductive, c'est-à-dire où ce sont vraiment les données qui vont générer les questions plutôt que l'inverse, où on se pose une question, on se dit on va collecter les données pour y répondre. On a en tête, évidemment, on va regarder un peu comment... la biodiversité fait face au changement, mais il y a plein de questions qui n'apparaissent ou qui n'émergent que via les données, et ce qui, à nouveau, redonne un peu rééquilibre la hiérarchie comme on disait, de dominant-dominé, je ne sais pas, entre les participants et les chercheurs. C'est les données, les questions ne dépendent que des données. Organiser... comme tout l'effort que Dominique raconte sur cette co-construction, le faire à partir de dispositifs en ligne, c'est des efforts qui sont vraiment importants et qu'en général on n'a pas, surtout que un des points d'attention dans la recherche participative, quelle que soit l'échelle, c'est de tenir nos promesses vis-à-vis de ces contributeurs qui font des efforts. Et donc, il y a une forme d'engagement du chercheur aussi par rapport à tout l'effort qui est consenti à aller jusqu'au bout des projets. C'est-à-dire que les données, si elles restaient inexploitées dans des bases, non seulement on aurait travaillé pour rien, mais on casserait le contrat et la promesse entre les participants et les chercheurs. Et donc, ce sujet co-construction ou émergence de questions, il faut qu'on soit capable d'y répondre avant de se lancer dans ça. Donc, actuellement, ça reste assez implicite et inconscient, ou enfin peu organisé. Malgré tout, je suis sûr que la plupart des questions qui sont traitées autour des bases de données de Viginature, elles viennent d'une manière ou d'une autre de la société. Elles naissent pas spontanément dans les cerveaux des chercheurs. On est imbibé de ces relations, donc c'est un jeu. C'est pas qu'une question de. Merci. Une question un peu différente. Vous venez de dire que ce sont les données qui génèrent des questions. Vous avez parlé aussi d'apprentissage des participants en produisant la donnée. Et je voulais savoir si parmi les personnes qui ont utilisé Vigie, il y avait aussi des didacticiens des sciences, vu qu'on parle de nouvelles formes d'apprentissage. Est-ce que vous avez vu la communauté des didacticiens des sciences
utiliser vos données, venir vous voir hein, ou pas? Alors un peu, notamment parce que il y a une adaptation des dispositifs Viginature à l'enseignement, hein, qui s'appelle Viginature École, où on propose les protocoles dans un cadre avec un accompagnement pédagogique de telle sorte à ce que les enseignants qui puissent aller de la maternelle jusqu'au lycée mettent en œuvre les programmes scolaires adossés à l'observation par les élèves des vers de terre, des papillons, des insectes pollinisateurs, des oiseaux. Et donc là, il y a eu des équipes de didacticiens qui se sont intéressés à ce que ça produisait en termes de pédagogique. Il y a des thèses qui se poursuivent d'ailleurs. Et puis il y a d'autres formes de recherche sur ces dispositifs participatifs, avec beaucoup sur ce que on l'a vu sur l'apprentissage que ça produit chez les participants. Il y a une anthropologue, une des premières qui a étudié il y a une quinzaine d'années maintenant les observateurs de papillons dans leur jardin, qui a montré comment il y a une séquence type qui se met en place, c'est-à-dire que les observateurs commencent par apprendre à reconnaître les espèces, la première récompense. Hein, dans mon jardin, avant il y a des papillons, maintenant il y a des belles dames, des vulcains, des petites tortues. Et tout ce que ça produit comme enrichissement de ce quotidien qui se met à exister grâce à cette capacité à mettre des noms. Et comment l'observateur allait passer à de l'écologie, c'est-à-dire ces papillons, c'est aussi des chenilles qui ont des plantes hautes, il y a des papillons migrateurs, des papillons territoriaux qui reviennent toujours au même endroit, puis d'autres qui se promènent de manière aléatoire. Et comment de l'écologie on allait passer à la conservation, c'est-à-dire mettre en relation ces papillons et ces pratiques dans le jardin ou celles du voisin, qui utilisent toujours un peu trop de pesticides et qui expliquent pourquoi il y en a moins chez soi. Mais en tout cas, on a un peu cette séquence finalement de progression qui a été démontrée par ces recherches, des entretiens et cette progression dans la connaissance. Ça répond pas tout. Enfin, je réponds un peu de manière étendue à la question de la didactique, mais il y a de plus en plus de recherches, en tout cas, sur ces sciences participatives. Je vais continuer avec les questions du chat. Donc j'en ai une maintenant d'Hélène Gisbert, qui est une question à Romain, je crois, et qui s'interroge sur les nouveaux métiers qui ont été mentionnés dans la présentation. Donc est-ce que vous pouvez préciser rapidement? Après j'ai une question aussi pour Dominique. Oui, alors ce que je disais, je parlais de métiers de l'intermédiation. Hein, on est parti plus de la médiation scientifique, hein, qui font plutôt de la diffusion et de l'éducation populaire, de la culturation, mais on a vu que c'était pas suffisant, puis c'était pas complètement ajusté à ces besoins. Dans nos plateformes, on a un rôle qui s'apparente au community manager, le facilitateur, l'animateur. À nouveau, c'est pas que ça, ce métier. Et donc, il y a vraiment cette idée qu'il faut cette médiation ou cette intermédiation entre cette société civile et ses participants et ce monde de la recherche. Et que c'est un nouveau métier du participatif en soi. Alors là, j'ai une question encore de Thierry Doré pour Dominique. Donc, c'est une question un peu compliquée. non, je pense que la réponse est pas très simple. Donc, c'est un des points qui a été mis en avant dans votre présentation. C'était le fait vraiment de trouver des variétés qui étaient adaptées localement aux besoins des personnes. Et donc, la question, je ne sais pas très bien comment la formuler, mais c'est dans quelle mesure ça reste vraiment dans une démarche, en exagérant un peu, scientifique, enfin, dans la mesure où la science cherche quand même plutôt à trouver du général, voilà. Donc, est-ce que ça reste encore aussi donc dans les missions d'un organisme national que de trouver la variété qui va pour ce coin de la parcelle. Okay. Voilà. Donc,
l'idée, c'est évidemment pas d'aller chez chacun des agriculteurs en France et de développer une variété avec eux. Mais l'idée, c'est de réfléchir aussi ensemble à une espèce de méthode, de méthodologie, qui pourrait ensuite être utilisée plus largement. Et c'est surtout permettre à l'agriculteur un certain empowerment, désolé pour le mot anglais, mais bon, un empouvoirment, une montée en capacité pour se réapproprier des notions de sélection, de génétique, de comment est-ce qu'on peut améliorer les choses chez soi. Donc c'est vraiment un co-travail avec les agriculteurs pour qu'ensuite chacun puisse chez lui, enfin chez eux, redévelopper quelque chose qui soit vraiment très adapté à leurs conditions climatiques. C'est évident qu'on ne va pas aller dans tous les terroirs, mais pouvoir démontrer qu'avec des groupes d'agriculteurs, ça fonctionne et que finalement on peut aller jusqu'à même une adaptation hyper spécifique à l'échelle du champ et trouver la variété qui convient très bien dans cette condition-là, sur ce coteau-là, avec cette exposition-là, et c'est la variété qui ne sera pas la même que celle du voisin. Et pourquoi ça? C'est parce qu'évidemment, on n'est pas non plus dans la recherche de variétés lignées pures, comme quasi toutes les variétés du catalogue. Et la réglementation, depuis tout récemment, permet enfin d'avoir des variétés hétérogènes au catalogue. Donc, c'est pouvoir aussi, tout le travail qu'on a fait, c'est un travail de travailler avec les agriculteurs autour de variétés très hétérogènes, très diverses, que l'on va appeler des variétés population, et dans lesquelles ils puissent puiser les variétés, les plantes qui s'adaptent le mieux pour eux. Voilà. Donc il y a tout un travail, et c'est évidemment pas, on n'est pas sur la lignée pure et les pratiques un peu classiques qui se font par les sélectionneurs dans ce type d'approche. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre le travail donc en population, là, ça implique quoi? Ça veut dire que l'agriculteur doit démarrer un processus de sélection localement et replanter disons qu'on arrive avec on donne aux agriculteurs, mais enfin, et puis ils échangent entre eux aussi beaucoup. Hein, ça peut sortir des collections INRAE, mais on se rend compte aussi que c'est beaucoup des collections et de ce que font les agriculteurs dans leurs champs. Il y a des échanges qui ensuite permettent de faire en sorte que les variétés, elles évoluent en fonction du temps dans un contexte donné. Et en évoluant, de fait, elles sont de mieux en mieux adaptées à ce contexte-là, quoi. Donc si on arrive avec une grosse diversité, si on donne une variété très diverse à différents agriculteurs, et ça c'est des travaux qui sont très bien menés, notamment par l'équipe d'Isabelle Goldranger et Jérôme Ange-Albert, là où ils démontrent très bien que au niveau génétique, une même population, elle va évoluer complètement différemment selon le lieu où elle est placée, et c'est en ça que chaque agriculteur va aussi retrouver quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec ses conditions pédoclimatiques, mais aussi avec ses souhaits. Parce qu'un environnement, voilà, je ne l'ai pas trop montré du tout non plus, c'est un environnement, on ne le considère plus, on n'essaye plus d'adapter une variété juste à un contexte climatique et pédologique, ou à un système de culture. Mais il faut prendre en compte quel est l'environnement de l'agriculteur en termes de quel est le débouché qu'il vise, comment est-ce qu'il veut transformer sa variété, est-ce qu'il va la transformer lui-même ou pas. Les critères de sélection, ils sont complètement différents derrière. Donc, c'est évident qu'on ne peut pas travailler avec chacun, mais on peut leur dire, si vous voulez tel critère de sélection, tel truc, tel bidule, ça, à partir d'une variété relativement hétérogène, vous allez pouvoir l'obtenir. Alors, vous avez dit, Dominique, que les sciences participatives, finalement, obligeaient presque à un peu d'indiscipline. Vous avez employé ce terme-là, et ma question c'est, est-ce que cette indiscipline, c'est ça qui participe à faire évoluer les pratiques de recherche et qui participe peut-être à la marge à améliorer la recherche? Alors l'indiscipline, ouais, elle est bien dans les deux sens. Elle est que finalement on se retrouve à être aux frontières de notre discipline. Discipline en tant que, je suis en génétique, je suis en agronomie, je suis pas, voilà. Et ça, c'est très perturbant. Et il y a des chercheurs qui
ne veulent pas rentrer dans ces approches participatives ou qui en sont sortis parce que c'est très perturbant. Donc il faut aussi là-dessus être clair. Il y a une injonction actuellement à faire du participatif. Nos institutions nous demandent d'en faire. Tous les appels à projets nous demandent d'en faire. Il faut mettre, si on ne met pas le mot participatif dans un appel à projet, on a peu de chances d'être retenu actuellement. Bon, c'est grave parce que finalement, c'est pas fait. Enfin, il y a des chercheurs qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Il faut l'entendre. Voilà. Parce qu'on est vraiment, oui, porté aux confins de notre propre discipline. Et quelquefois, on ne sait pas comment faire. Et puis, il y a cette fameuse indiscipline dont je parlais. Mais ça, oui, c'est une liberté. Mais cette liberté, il faut la prendre. Et ça, j'espère que tous les chercheurs la prennent. Qui est une liberté qui est complètement en lien avec nos valeurs. Alors, est-ce que ça fait que ça amène du mieux ou du moins bien je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, ça bouscule. Et ça bouscule vraiment les pratiques de recherche et ça fait du bien parce que la recherche, c'est pas quelque chose qui est pas, c'est pas un monolithe qui doit être statique, mais c'est quelque chose qui doit être tout le temps remis en cause et en dynamique. Donc ça y participe. Merci. J'ai encore une question, enfin c'est une question là, une double question d'Émilie Courreau dans le chat. Et donc il vous remercie pour les présentations et qui demande, alors je posais deux questions parce qu'elles ont peut-être un lien. Avez-vous mis en place dans vos projets des dispositifs d'évaluation de la participation et savez-vous comment la participation donc des non-scientifiques donc a pu impacter la vision des participants en ce qui concerne la compréhension du métier de chercheur? Alors sur l'évaluation de la participation, c'est des métriques qu'on essaye de suivre, ne serait-ce que pour presque de manière professionnelle, pour apprendre un petit peu sur ces dynamiques. Une des limites, c'est que dans les sciences participatives, les participants ne sont pas les objets de la recherche. Et c'est un vrai point de vigilance, c'est-à-dire que si on commence à étudier les participants, on rompt aussi la promesse ou le contrat. Donc on sépare en général ces enquêtes des plateformes de participation en faisant des entretiens ou des enquêtes à côté, de telle sorte à ce que ce soit bien séparé. Et donc sur cette évaluation, un des indicateurs ultimes, c'est la fidélisation. C'est combien de temps il reste et voilà. Sur ce qu'ils apprennent, on l'a déjà évoqué. Une des études là récentes, alors je ne réponds pas tout à fait à la question qu'on a fait. On a fait cette enquête auprès via les associations partenaires de Viginature et donc qui s'adressaient un peu à leur réseau. Et ce qui a permis d'avoir à la fois des répondants participants et des répondants qui n'étaient pas des participants à ces dispositifs et de pouvoir comparer un petit peu d'où ils venaient, leur motivation et leur réflexion. Sachant que comme on s'adresse à des réseaux, des associations partenaires, on peut penser que tous ces répondants avaient connaissance quand même des dispositifs de Viginature. Donc en gros, c'est ceux qui ont choisi de participer et ceux qui ont choisi de ne pas participer. Et un des résultats inattendus, c'est que globalement, les participants, les adhérents ou les réseaux liés à ces associations sont plutôt des CSP+, bien formés, etc. Mais que les participants, par rapport aux non-participants, sont moins formés, ont un niveau d'études moins important que ceux qui choisissent de ne pas participer. Donc on a un peu un premier signe qu'on peut avoir une forme d'inclusivité, c'est-à-dire qu'on ne sélectionne pas ceux qui, dans le pool de ceux qu'on vise, ceux qui sont déjà les plus engagés, mais dans ceux qui participent, peut-être des participants qui finissent finalement leur acculturation à la science via leur participation. Si on se dit que ceux qui connaissent déjà tout ne participent pas et ceux qui ont encore à apprendre participent, on a un peu ce signe. Donc est-ce que ça change leur vision sur la recherche ? Là, je pense qu'on
on l'a pas étudié directement, mais c'est quand même voilà, on a un indice comme quoi c'est pas totalement Dans la présentation de Dominique, c'était plus le chercheur qui changeait sa vision. Oui, c'est le chercheur qui change sa vision, mais il y a les deux. En fait, je l'ai abordé très vite tout à l'heure, mais cette histoire que quand la première fois on arrive sur un terrain nouveau, avec des agriculteurs qu'on ne connaît pas, on est présenté comme, voilà, tiens, Dominique Desclaux, chercheur INRAE, bon, on représente l'Institut. Et je me souviens très très bien, il y a 25 ans, d'une réunion avec des agriculteurs bio à laquelle j'ai assisté. On m'avait demandé d'intervenir. Et il y en a un qui a dit, mais si c'est l'INRAE, si c'est l'INRAE qui va travailler avec nous, je pars de suite. Parce qu'à INRAE, vous ne vous êtes jamais occupé de l'agriculture biologique, vous ne faites que des OGM. Bon, donc tu prends ça dans la figure, tu te dis, mais oui, je représente effectivement mon institut dans cette instance, et il faut que je fasse comprendre qu'à INRAE, il y a une belle diversité. Voilà, et qu'on travaille sur des thèmes très différents, et que moi, je travaillais sur l'agriculture bio, mais que c'était, à l'époque, une toute petite niche, et qu'on était très, très, très peu nombreux à travailler dessus. Donc, ça fait prendre conscience que il faut, voilà... je pense que ça fait bouger tout le monde. Et petit à petit, les agriculteurs que je retrouve aujourd'hui, qui se souviennent très bien de cette séquence-là, et maintenant ce sont des amis, et ils disaient, mais voilà, moi je vois l'INRAE maintenant complètement différemment parce que je te connais. Parce que je connais d'autres chercheurs INRAE qui, vous venez chez nous, vous venez dans nos fermes, vous venez nous voir. C'est pas du tout l'idée que j'avais de l'Institut qui pour moi était inaccessible et travailler sur des trucs qui m'intéressaient pas du tout. Voilà. Donc ça fait changer dans les deux sens. Ouais. Donc ça fait changer dans les deux sens. On va peut-être conclure sur cela. Merci encore à Romain Julliard et Dominique Desclaux pour leur présentation, pour leur intervention. Et il y aura une dernière séance de séminaire qui aura lieu le 30 mai. Voilà. Merci à tous.